difficile la semaine dernière. J'espère que ça va un petit peu mieux. De quoi on va parler? On va parler peinture, art, et on va parler de Botticelli, qui était un grand peintre de la Renaissance. Moi, j'avoue que c'est pas ma spécialité, hein, la Renaissance au niveau de l'art, mais j'ai potassé quand même un petit peu le sujet. Et si je vous en parle, c'est parce qu'il va y avoir une exposition consacrée à ce peintre qu'il faut connaître, hein, même de nom, voilà, même si c'est pas trop votre kiff, hein, le genre d'œuvre de la Renaissance. Moi, c'est vrai que c'est pas ce qui m'attire le plus. C'est bien de connaître un peu ce qu'il a fait, pourquoi il a marqué son époque, pourquoi il était un petit peu à contre-courant finalement de ce qui se faisait aussi à l'époque. Pour ça, plusieurs choses. Un article sur le site de Beaux-Arts Magazine et le magazine Beaux-Arts aussi, qui nous raconte que ce peintre, il y avait des facettes encore méconnues de ce peintre et qu'il était quelque sorte un peu féministe, puisque les femmes dans ses œuvres étaient représentées d'une manière qui n'était pas courante à l'époque. La bête, ouais, la bête. Dans le magazine des Beaux-Arts, c'est le bazar. Ouais. Ok. J'arrive pas toujours à rebondir après sur les vannes, mais bref. Et on va pouvoir s'intéresser à ce magazine-là, à Botticelli aussi. Alors, je vais déjà me connecter à l'article plus précisément. Ce serait bien. Ça, c'est la une du magazine. Mais l'article qui nous intéresse, il est là. Le voici, le voilà. Avec notamment ce portrait de jeune femme aussi, on va le voir après. C'est vrai qu'après, c'est pas trop mon kiff l'époque, mais on peut pas nier quand même c'est fou, les précisions, le détail, c'est assez dingue. Et les regards, quoi, les regards. On pense souvent Renaissance, on pense bien sûr à Léonard de Vinci avec la Joconde et voilà ce regard hyper expressif. Quand même en panique à cette époque-là, ils avaient quelque chose d'assez fascinant dans la manière de retranscrire les émotions dans les portraits. Ouais, c'est bien Caféine. Hugo Décrypte, si vous connaissez pas Hugo Décrypte, c'est super chouette. C'est un jeune, je parle comme si j'étais vieille, mais il est beaucoup plus jeune que moi aussi, mais qui est là depuis plusieurs années, qui décrypte l'actu, et bien sûr vous pouvez le voir en stream, vous pouvez le voir sur les réseaux sociaux, il a des émissions, et c'est plutôt pas mal. Alors là, il a un partenariat avec Caféine aussi, plutôt bien. C'est de l'actu, mais vraiment vulgarisé, et il la rend très simple à comprendre, donc ça c'est vraiment c'est vraiment bien. Alors avant de souscrire, je vous donne quand même une petite info. Parce que en fait moi j'ai pas souscrit à Caféine. Je suis inscrite à une bibliothèque municipale. Et c'est souvent le cas de plein de personnes. Et puis si vous ne l'êtes pas, vous pouvez le faire. Souvent c'est gratuit quand c'est la bibliothèque municipale de votre ville. Et en fait vous avez accès à Caféine via le site de la médiathèque dans laquelle vous êtes inscrit. Donc ça coûte genre 0 € si vous êtes inscrit à la bibliothèque. Je vous le dis parce qu'en fait on ne le sait pas, mais moi si je me connecte là, c'est via mon compte de médiathèque. Donc voilà, n'hésitez pas avant de souscrire parce que vous pouvez économiser un petit peu, c'est plutôt pas mal. Et il y a une offre absolument incroyable en revue numérique. Tous les domaines, par exemple moi j'adore la cuisine, je chope mes recettes là-dedans, voilà, il y a de la jeunesse aussi, donc c'est vraiment super chouette. Donc vraiment, peut-être même avant de souscrire, demandez à la médiathèque s'ils ont un partenariat avec Caféine, mais c'est très souvent le cas. Et là, vous me direz merci, vous aurez économisé, et puis vous aurez un accès directement à Caféine. Après, je peux me permettre... Ah, je sais, je me dis que je peux me le permettre. Ah, c'est 10 €. Ah, écoute, je sais pas du tout. Je sais pas du tout combien c'est, Caféine. Si c'est 10 €, ouais, ça va. C'est pas... On peut se le permettre éventuellement, sachant que le prix d'une revue, en général, c'est quand même assez élevé. C'est au moins 5-6 €. Surtout si vous prenez des revues dans lesquelles il y a peu de pubs et du coup qui sont peu rémunérés par les publicités. C'est pour ça que les magazines féminins sont souvent 1,50 €, 2 € parce qu'il y a énormément de pubs, donc c'est pas cher. Mais par exemple, les magazines spécialisés tels Beaux-Arts, il y a peu de pubs, vous êtes vite à 6 €. Donc finalement, mettre 10 € par mois, ça vaut le coup en fait. C'est vrai. Ouais, c'est clair. Ça fait cher le café. Ouais, caféine. Pourquoi ils ont mis... Ouais, café. Moi j'aime bien le nom, c'est plutôt... On retient bien, c'est plutôt chouette. Bref, alors voici l'article sur Botticelli, mais avant même de nous plonger dans l'article, on peut... Alors je suis un peu perdue. Voilà. On peut guetter le site même de Beaux-Arts Magazine qui nous présente Sandro Botticelli en 2 minutes et ça c'est cool. Voilà. Comme ça on se perd pas dans Wikipédia avec des pages et des pages et des pages. J'ai rien contre Wikipédia, souvent je consulte, mais là j'avais regardé Botticelli et là compliqué. En plus on a envie de cliquer sur tout, il y a plein d'hyperliens. Là 2 minutes, c'est top chrono et c'est super chouette.
peintres de la Renaissance, il y en a d'autres, hein, des peintres de la Renaissance. Hein. Il y a bien sûr De Vinci, Michel-Ange, Raphaël aussi. Botticelli vient juste après, mais il mériterait d'être aussi connu que les autres. C'est l'auteur, les dates, 1445-1510, auteur de l'une des œuvres les plus célèbres de l'histoire, La naissance de Vénus, on va le voir juste après. C'est un peintre majeur de la Renaissance, et un protégé de la famille de Médicis. Je ne sais pas si vous voyez, vous situez la famille Médicis, mais c'était une grande famille de la Renaissance italienne. Voilà, qui a un grand pouvoir, bien riche, et puis on a des reines hein, avec la famille Médicis, des reines de France, hein, Catherine et Marie de Médicis aussi. Bref, une famille assez connue, donc c'était plutôt cool pour lui, hein, que ça soit le protégé de la famille Médicis. Sa quête esthétique, on se rapporte au beau, hein, voilà. Un type féminin idéal, et ça qui est intéressant dans son œuvre, c'est qu'on ne le sait pas forcément, c'est voilà, la femme est embellie, on a une image de la femme qui est un peu autre, et on va le voir à travers des différents exemples. La Renaissance, c'est un peu un retour au classique, on s'intéresse à nouveau à la littérature grecque, à la littérature antique, romaine, on s'intéresse aussi à l'art antique, et c'est un peu un renouveau de ce qui est classique. Et forcément, Botticelli, il est là-dedans, donc voilà. Il a participé à quelques-uns des plus grands projets décoratifs de son époque. Hein, il a quand même fait, il a participé à la chapelle, décorer, c'est pas vraiment le mot qu'il faut, mais la chapelle Sixtine au Vatican. Voilà, quand même. Donc, pas nier quand même qu'il ait marqué son époque. Il a vu le jour à Florence. Ouais, Florence, mais j'aimerais tellement y aller un jour. C'est le berceau de l'art. Voilà, berceau de l'art en Italie, bien sûr. Il vient d'une famille modeste et c'est un surnom en fait, hein, Botticelli. Ça viendrait du patronyme de son premier maître qui portait le nom de Botticello. Voilà. Il n'était pas le seul vu qu'ils étaient 16. Qu'ils étaient 16. Ah, bien trouvé, Caronix. Il a été reconnu à l'âge de 20 ans, ce qui est assez tard pour l'époque, hein, finalement. Il a rencontré plein d'autres artistes, bref. Souvent, les peintres passent par des ateliers, par des grands maîtres. Lui, il a ouvert son propre atelier après, grâce au soutien des Médicis. Donc, c'était cool plutôt d'être soutenu par eux, parce qu'il faut quand même un petit peu d'argent pour ça. Il était proche des humanistes. C'est vrai que toute son œuvre, elle est empreinte de beaucoup d'humanisme, mais c'est aussi propre à la Renaissance. Alors, il est appelé par le pape sur le chantier de la chapelle Sixtine. Donc, il n'allait pas dire non. Pas dire non au pape, hein, sinon je pense qu'en plus il aurait un petit peu mal pris. Et bien sûr, il a produit à cette époque 2 œuvres qui le rendront célèbre, Le Printemps, La naissance de Vénus. Il a bossé aussi sur l'illustration de la Divine Comédie de Dante. Voilà. Les œuvres clés, et voici la Madone du Magnificat. Voilà, ça représente la Madone à l'enfant. Et on a déjà aussi, voilà, on a les 2 personnages hein, qui tiennent une grenade, c'est signe de la passion, souvent présent dans les œuvres de Botticelli. Il y a beaucoup de choses à étudier dans les œuvres, il faudrait passer des heures et des heures sur l'étude des œuvres, mais vous avez forcément plein de symboles, plein de choses à analyser. Mais on a aussi voilà, le thème de la Vierge au livre, qui fait l'objet d'une autre représentation par le peintre, un format plus classique, mais voilà. Et vraiment la douceur aussi, la douceur revient beaucoup dans ces œuvres. Le Printemps, c'est peut-être l'œuvre la plus connue, tirée du texte poétique Les Métamorphoses d'Ovide. Voilà, la Renaissance, ça s'inspire beaucoup des textes classiques. Et Les Métamorphoses d'Ovide, c'est quand même une référence en la matière. Et on a une représentation allégorique, c'est-à-dire sous forme d'images, hein, qui mélange mythologie et iconographie religieuse, avec un personnage principal, Vénus, qui apparaît souvent, hein, qui apparaît dans l'attitude de la Vierge, dont elle porte les couleurs. On a ça, et puis, bref, ça nous parle aussi de l'amour spirituel, idéal, et l'amour charnel, naturel. Une opposition fréquente dans les œuvres de la Renaissance. La naissance de Vénus est très très connue aussi, l'une des plus célèbres au monde. Vénus est la déesse de la beauté, allégorie de la fécondité universelle. Le temps qu'il a mis à le produire, je pense, j'ai analysé ça comme ça aussi. Sachant que oui, voilà, voilà, quand on voit l'ampleur du truc. On n'a pas les dimensions en plus, hein, mais ici, est-ce que j'ai peut-être les dimensions? Mais c'est pour que vous puissiez vous rendre compte que c'est assez dingue. 203 x 314 cm, donc là on est quand même sur des dimensions assez incroyables, donc il faut beaucoup de temps. Ouais, je pense que c'est ça, c'est le temps qu'il a fallu pour peindre. Et puis voilà, on est entre mythologie, iconographie religieuse, mais souvent aussi à la Renaissance. Vénus, voilà, c'est la Vénus pudique, voilà, c'est ça.
Et puis, modèle, ça aurait été qui? La maîtresse de Julien de Médicis. On va le voir qu'elle a été représentée aussi dans d'autres œuvres du peintre, et c'est l'objet... Non, c'est pas du tout suisse, cet article-là. C'est l'objet de l'article aussi. Ouais, quand même. Bah oui, ouais. Mais c'est hyper impressionnant, hein. C'est assez dingue. L'article nous parle de cette expo, hein, qui est attendue parce que il n'y a pas eu tant finalement de rétrospectives des œuvres de ce génie florentin. Il y en a eu quelques-unes, mais c'est pas forcément l'artiste qu'on met le plus en avant par rapport à De Vinci, à Michel-Ange, à Raphaël. Voilà, il passe souvent au second plan, ce qui est dommage d'ailleurs, c'est ce que nous dit l'article. Mais maintenant, il y a vraiment un enthousiasme du public moderne, c'est ce que nous dit l'article, qui le tient désormais au rang incontesté des artistes les plus fascinants. Donc, voilà. Et puis, qui dit fascinant, dit en chair qui s'envole, donc... oui, c'est vrai. Ça fait partie aussi de son succès moderne. Ouais, bon, l'expo, si vous avez l'occasion un jour d'aller la voir à Paris, c'est ce que nous dit, c'est qu'il y a quand même plein de chefs-d'œuvre emblématiques qui ont été transportés. Et je vous le souligne parce que c'est hyper, hyper rare d'avoir au même endroit autant d'œuvres emblématiques d'un peintre connu à son échelle. Et ça, c'est vrai qu'il faut le reconnaître. Bon, c'est un entrepreneur aussi, c'est pour ça que ça, c'est une facette qu'on connaît moins, mais je vais passer là-dessus parce que c'est un peu compliqué. Mais en gros, il savait se vendre. Hein, il savait vendre ses œuvres. Et souvent, il y avait des riches quand même, hein, des riches industriels, c'est pas du tout le mot, c'est anachronique ce que je dis. Il y avait des riches qui lui passaient des commandes et du coup, il négociait avec eux pour créer des œuvres et il répondait aux commandes, c'est ça. Après pour ton live, ah bah oui, carrément. Eh ben Caronix, n'hésite pas pour après ton live. Mais oui, pas de souci, Caronix, n'hésite vraiment pas. Après, si je regarde pas tout de suite, il n'y a pas de souci. Je regarde plutôt au début de soirée quand les enfants sont... Enfin, mon enfant, parce que la grande, elle se couche après, est couchée. Mais oui, pas de souci, tu peux envoyer un MP, bien sûr. Voilà, il fallait souligner ça. Et ce qui est important aussi de relever dans cette expo, et qu'on connaît moins chez Botticelli, c'est qu'il était en quelque sorte... pas féministe, mais en tout cas, il aimait représenter la figure féminine dans ses œuvres de manière un peu nouvelle par rapport rien qu'à son maître, hein, par exemple Filippo Lippi. Déjà aussi les vêtements qu'elle porte, il aime bien représenter les femmes avec une sorte de grâce un peu ondulatoire. On le voit avec différents vêtements comme celui-ci, celui que je vous montre là, ou même carrément des vêtements transparents comme ceci. Et la femme, elle est vraiment dominante dans son œuvre. C'est pas du second plan, quoi. Par exemple, là, dans Pallas et le Centaure, on voit la femme dite botticellienne qui est dominante, qui maîtrise la bestialité et la force. Là, on voit c'est un centaure, hein, par la douceur. Et en fait, sa beauté, sa douleur l'emporte sur la rudesse des temps anciens. C'est un peu le message qu'il veut faire passer, mais on le voit un peu partout. La femme est vraiment dominante. Là, c'est une autre œuvre, le Jument de Paris. Et vous avez Héra, Athéna et Aphrodite qui revendiquent la pomme de la discorde. On a Aphrodite qui est représentée sous les traits de cette fameuse Simonetta Cataneo qui revient dans beaucoup d'œuvres de Botticelli et qu'on voit aussi, je crois, ici. Voilà, et je trouve ce portrait magnifique. Autant c'est pas trop l'époque que j'affectionne tout particulièrement, mais cette œuvre elle est juste magnifique. Je trouve l'expression du visage, ça m'impressionne. Là, dites la belle Simonetta. Alors, il faut savoir que c'était la cousine par alliance. Attention, on est dans des tours et des détours dans les familles et tout. Cousine par alliance du navigateur Vespucci, hein, qui a donné son nom à l'Amérique. Souvent, on croit que c'est Christophe Colomb et tout. Mais avant lui, il y avait un autre navigateur qui s'appelle Vespucci, qui a découvert avant Christophe Colomb l'Amérique. Si je dis pas de bêtises, j'avais lu un article là-dessus. Et en fait, elle était devenue l'emblème de la beauté dans les cours italiennes. Et lui, c'est vraiment le peintre, Botticelli, c'est le peintre qui l'a plus représenté, avec vraiment une délicatesse, voilà, l'élégance du vêtement. Il y a vraiment l'importance du vêtement dans son œuvre. Et c'est une figure vraiment originale par rapport à l'iconographie un peu religieuse de l'époque, de représenter la femme ainsi. Mais c'est vrai que ce portrait est juste assez fou. Et à chaque fois, la femme dans ses œuvres, c'est 3 figures dominantes. Soit la Vierge, soit la déesse, soit l'héroïne assassine. Ouais, c'est ce qui nous est dit dans l'article. J'essaie de zoomer un peu.
Et maintenant, c'est Julienne qui est devenue la norme de la beauté. Ah, merci Caronix, merci. La norme de la beauté. Ben oui, merci. Non, je rigole. Non, non, bien sûr que je suis modeste. Mais je prends les compliments, hein, c'est gentil. C'est gentil, Caronix. Sans vanne ni rien, donc c'est sympa. 3 figures, et il s'emploie à se montrer indifférent à la sélection de ses sujets. Peut-être est-il réellement indifférent aux femmes, hein, qui sont chez lui assez pudiques, lointaines, un peu farouches, voire dédaigneuses. Mais en tout cas, voilà, c'est ce que nous dit, c'est la féminité sous un nouvel angle. Et il faut savoir qu'il vit Botticelli dans un contexte où ce sont souvent les hommes qui gouvernent le monde de la beauté. Et oui, à la Renaissance. Et toute sa carrière, c'est vraiment un jeu habile pour fournir des prêtres qui entendent s'accaparer la broderie sur leur chasuble, un drapeau coquet et tout ça, ou des dirigeants qui lui achètent drapeaux et ornements. Et donc ce nouveau tournant aussi dans la façon de représenter la féminité dans son œuvre. Voilà. On va finir peut-être par cette fameuse œuvre, hein, le printemps, qui est là.